Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans votre émission Informer, éduquer pour agir. C'est Pati Nzambe Kouinpi. Je suis là aujourd'hui avec mon collègue, Monsieur Louis Kinshasa. Bonjour. Bonjour, cher Pati. Merci de votre présence sur le plateau de congosynthèse.com tolika.net. Nous sommes là aujourd'hui, comme vous le savez très bien, pour vous qui avez l'habitude de nous suivre, pour parler de la synthèse des actualités du Congo et d'ailleurs, bien sûr. Merci beaucoup de nous rejoindre. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour vous annoncer les gros points clés, en tout cas les gros points qu'il y a au Congo. Et on va survoler certains points qu'il y a dans les autres pays. On va parler tout d'abord de cette actualité concernant M. Moïse Katumbi par rapport à ce qu'il a fait à Genève. Moïse Katumbi a porté plainte à Genève devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies contre l'État congolais de Joseph Kabila. Quel sera son impact dans la démocratisation du Congo? Merci pour cette question, cher Pati. Comme tout le monde le sait, Katumbi s'est déjà déclaré candidat aux élections présidentielles au Congo. Donc c'est important de suivre ce qu'il fait, comment est-ce qu'il se positionne. Donc là, il a porté plainte donc, au Bureau des Nations Unies à Genève. Pour nous, Congolais, la question qu'on se pose, est-ce que cet acte fait partie d'une stratégie de mobilisation des Congolais? Si c'est le cas, alors la question que moi je me pose, c'est comment est-ce que le masse congolais vont participer à ces processus. Donc, qu'est-ce que les Congolais vont gagner? Parce que là, le dossier qu'il a fait, c'est autour de sa personne, autour de ce qui lui est arrivé au Congo. Alors qu'il y a pas mal de choses au Congo. Il y a des morts au nord Kivu, au sud Kivu, dans la province de l'Ituri. Il y a des assassinats politiques au Congo. Il y a le pillage au Congo, tout ça. Ce qui fait que si un politicien congolais, à mon avis, va au Bureau des Nations Unies pour porter plainte contre l'État congolais pour crime, par exemple, contre le peuple congolais, il devait au moins constituer un dossier sur les crimes, sur le pillage au Congo. Bien sûr. Alors que là, c'est plutôt sur ce qui lui est arrivé au Congo, ou ce que le régime actuel est en train de lui faire au Congo. Donc c'est un peu à titre personnel. C'est une démarche personnelle, d'accord. Moi, je préférerais qu'il constitue un dossier pour la défense de la majorité des Congolais, pour le pillage, pour le génocide au Congo. Alors que ce dossier-là ne parle même pas du génocide. Donc, à mon avis, la priorité pour tout politicien congolais, c'est de mettre fin au génocide et au pillage qui se passe au Congo. Alors, ce n'est pas le cas.
Bien sûr, bien sûr. Donc en fait, quand je me pose la question si c'est une démarche sincère ou bien c'est une stratégie, ça n'a rien à voir en fait avec ce qu'on pense parce que c'est pas pour le peuple cette démarche-là, finalement. Lui, maintenant, c'est un politicien. Mhm. Parce que je sais bien qu'il aime se présenter comme acteur économique qui est devenu politicien. Bon, moi, je ne fais pas la différence entre économie et politique. Hein. Tu ne peux pas être politicien sans être dans l'économie parce que la politique, c'est juste ce qu'on dit, enfin, ce que nous disons, la concentration économique. Donc, la politique, c'est ça, quoi. Donc, pour nous, ce qui compte, c'est comment est-ce qu'on arme politiquement, comment est-ce qu'on éduque politiquement le peuple congolais à devenir la pièce centrale de tout processus politique au Congo. C'est un peu dans ce sens-là. Ce qui fait que cette conférence qui a eu lieu donc à Genève ne met pas le masse congolaise au centre. Il n'y a pas de demande qui concerne le peuple congolais au centre de sa déposition contre le régime de Kabila. Donc, moi, mon problème, c'est ça. Moi, je veux voir les politiciens congolais mettre le peuple congolais, les problèmes du peuple congolais, les aspirations, les soucis, les demandes du peuple congolais au centre de toute démarche politique. Alors là, ce n'est pas le cas. C'est plutôt sa personne qui est au centre. Et aussi les Nations Unies qui est aussi au centre aussi. Oui, mais le fait qu'il ait fait ça, il a quand même démontré qu'il, comment dire, en quelque sorte, qu'il n'est pas effrayé en fait par le chef de l'État. Et donc forcément, ça aura une influence sur le peuple. Si aujourd'hui, s'il y a des élections, je pense que ça peut avoir une influence par rapport au vote. Voilà quoi, par rapport au vote quoi. Bon, ce qui est vrai, c'est qu'il occupe le terrain. Parce que le fait qu'il a organisé cette conférence-là pour faire cette déposition au bureau des Nations Unies a permis aux Congolais de parler de Katumbi. Donc il occupe le paysage politique, le terrain politique, ça c'est sûr. Il occupe ça. Mais ce qui est important pour nous, c'est que à chaque démarche politique, c'est le peuple congolais qui doit sortir gagnant. Par exemple ici, si cette conférence-là, c'était une conférence pour parler du génocide, pour demander à l'opinion internationale de soutenir le peuple congolais dans son effort de mettre fin au régime de Kabila, de mettre fin au génocide au Congo, c'est les Congos qui en sortiraient donc gagnants. Alors que là, la question du génocide n'est pas traitée, et aussi le fait que c'est juste contre le régime de Kabila. Alors que le régime de Kabila, ce n'est pas un régime qui se limite à Kabila. Kabila a été mis au pouvoir par des forces qui sont plus fortes que Kabila. Le gouvernement belge était impliqué, le gouvernement américain était impliqué, le gouvernement rwandais était impliqué, il y a d'autres gouvernements qui sont impliqués dans ces processus-là. Ça fait qu'à chaque fois qu'un politicien congolais se positionne, c'est pour éduquer, permettre aux Congolais de comprendre quels sont les enjeux. Alors que là, c'est réduit au régime de Kabila et ce qui est arrivé à Moïse Katumbi. Ouais. D'accord. Merci. Qu'est-ce que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies peut faire que la MONUSCO, une organisation des Nations Unies aussi armée, jusqu'au dents au Congo, n'a pu faire? Ça, c'est absolument donc, important donc, à discuter parce que les Nations Unies, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas une institution neutre. C'est une institution qui est en grande partie financée par les États-Unis, c'est-à-dire que l'agenda des Nations Unies, c'est toujours un agenda qui favorise les intérêts des Américains. Il y a aussi d'autres pays, d'autres puissances occidentales qui sont dedans, mais en dernière analyse, les Nations Unies ne sont pas là pour résoudre les problèmes des Congolais. Et en plus, nous devons apprendre notre histoire. Les Nations Unies ont joué un rôle clé dans l'assassinat du Patrice Lumumba en 61. Donc, ce qui fait que, une fois on sait ce que les Nations Unies ont fait en 61, donc ça nous permet aussi de savoir ce que les Nations Unies vont faire maintenant. Et en plus, les Nations Unies ont une autre organisation au Congo qu'on appelle la MONUSCO, donc qui est une institution militaire forte de plus de 19 000 hommes, avec un budget fort de plus de 1 milliard de dollars par an. Ça, c'est énorme. Et qui n'a rien fait pour protéger le peuple congolais contre le génocide que nous connaissons depuis plus d'une décennie. Et donc,
pour nous Congolais, quand on voit Kabila, quand on voit Katumbi aller devant le bureau des Nations Unies pour porter plainte, alors que nous savons que nous, dans notre démarche de mobiliser les Congolais et de gagner l'opinion internationale à être à côté du peuple congolais dans notre démarche pour recouvrir notre indépendance, les Nations Unies posent problème. C'est-à-dire que nous avons aussi une démarche de mettre en justice, non pas seulement à Kabila et tous ceux qui ont commis des crimes de sang économiques au Congo, mais aussi les organisations qui ont facilité donc, la mise en place, le maintien de ces régimes-là. Donc, les Nations Unies. Ça y fait que dans ce sens-là, si on parle de justice, nous devons créer nous-mêmes les institutions qui vont nous permettre d'obtenir gain de cause. Nous ne pensons pas, à l'heure actuelle, que les Nations Unies vont nous aider à obtenir gain de cause. Loin de là. Donc c'est pour ça que je ne suis pas étonné, mais c'est pour ça que nous tenons à faire comprendre aux Congolais les Nations Unies font partie du problème, pour l'instant. Ils sont impliqués. Absolument. Bien sûr. Et donc, que pensez-vous du travail politique de M. Moïse Katumbi à l'étranger? Bon, il est là comme quelqu'un qui s'est déjà prononcé. Il veut être président, il veut être le leader du Congo. Et donc, il fait sa campagne parce que ce qu'il a fait aussi devant les Nations Unies à Genève fait aussi partie donc, de sa campagne politique. Mais ce qui nous intéresse, c'est comment réussir, comment ramener le peuple congolais dans la lutte politique pour parachever, pour compléter ce qu'on avait commencé dans les années 60. Parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que la lutte politique au Congo vient juste de commencer. Non. Nous sommes dans une phase qui est différente de celle qu'on avait connue dans les années 60, mais les conditions sont les mêmes. Dans les années 60, nos parents s'étaient battus pour qu'on recouvre notre droit à nous autodéterminer nous-mêmes. Nous voulons être le maître de notre destin. Nous voulons contrôler les sols et les sous-sols et les ciels du Congo nous-mêmes. Alors que les processus actuels que les politiciens sont en train de faire, comme Katumbi et d'autres, ils limitent tout juste aux élections. Il y a ceux qui disent que Kabila part, le reste on verra. Il y a ceux qui disent qu'il y ait des élections, le reste on verra. Mais que Kabila parte, qu'il y ait des élections, ne sont pas des garanties que les Congolais vont devenir un peuple libre. Ce ne sont pas des garanties. Pour que les Congolais deviennent un peuple libre, nous devons arriver à obtenir ce qu'on appelle, d'une façon internationale, le droit à l'autodétermination. Nous devons être le maître chez nous. Et pour être le maître chez nous, ça veut dire que nous devons avoir un pouvoir qui nous permet de dire aux pays qui sont puissants de ne pas venir nous emmerder au Congo, parce que nous aussi nous sommes puissants. Nous avons un pouvoir à nous. Alors que ces gens-là, Katumbi et les autres, ils ne parlent pas d'un pouvoir congolais, d'un pouvoir noir au Congo, ils n'en parlent pas. Alors qu'on a affaire aux Américains, ils ont un pouvoir. Ils ont un État qui est puissant. Les Anglais, ils ont un État qui est puissant. Tous ces pays-là, la Chine, etc., ils ont un État, ils ont des États qui sont puissants. Alors qu'au Congo, la politique est séparée de la notion de puissance. Nous voulons devenir un État fort, un État puissant. Donc, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que le pouvoir soit puissant, en fin de compte? Est-ce que c'est à cause du fait qu'il y a beaucoup de conflits, de divisions, que la politique n'est pas puissante? Parce que chez nous, les politiciens sont des capitulards. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont pour la démission nationale. C'est-à-dire qu'ils ne se battent pas pour que nous soyons égaux aux puissances de ce monde. Ils se battent pour qu'ils deviennent des partenaires juniors, de petits partenaires des grandes puissances. C'est-à-dire que tel politicien congolais, il veut arriver au pouvoir pour être le petit des autres. Il veut être le petit des Américains, le petit des Belges, le petit des Anglais, le petit des Allemands, le petit des Chinois, etc. On ne veut pas de ça. On ne veut pas être le petit de qui que ce soit. On veut être un peuple mature, un peuple qui a un État qui est puissant et qui définit une nouvelle politique qui va amener l'Afrique entière dans une prospérité nouvelle. Alors que pour l'instant, tout ce qui se passe chez nous, c'est des politiques africaines, des non-africains. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. C'est-à-dire que quand on va avec les Américains, ils ont une politique africaine, mais ce n'est pas une politique africaine pour développer les Congo, l'Afrique. C'est une politique africaine pour faciliter le pillage de l'Afrique par les Américains. Les Anglais ont leur plan africain, les Chinois ont leur plan africain, etc.
Et nos politiciens, dans la plupart des cas, s'inscrivent dans ce plan des étrangers. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut qu'on aille au-delà 2 élections et du régime Kabila. Ceci ne veut pas dire que Joël Kabila reste. Non, Kabila doit partir. C'est un criminel. Là, donc il n'y a pas à discuter là-dessus. Les élections, c'est notre droit. Mais nous sommes en train de vous dire à notre peuple que les élections ne sont pas suffisantes. Il faut une victoire décisive sur les forces qui contrôlent les Congo. Il faut plus que les puissances étrangères aient la capacité de nous contrôler. Et ça, c'est absolument fondamental. Autrement, on n'est pas libre. C'est quoi la démocratie? Aller voter et tout en restant esclave. C'est quoi ça? Mais tout ce que j'entends dans ce que vous dites me fait penser que finalement, on n'a pas une personne dans la politique, un homme, qui est le vrai souci, en fait, comment dire, qui a le souci du Congo, quoi. Aujourd'hui, l'homme politique est là juste pour lui-même et suit, en fait, un certain, comment dire, un certain rythme, en fin de compte. Il n'y a personne, au jour d'aujourd'hui, pour qui le Congolais pourrait voter pour être sûr que le Congo sera libéré de toute cette domination, de tous ces pillages. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Il faut que les Congolais qui nous suivent comprennent une chose. Si les dirigeants que nous avons veulent juste améliorer l'esclavage, tout ce que nous aurons, c'est des dirigeants pour améliorer l'esclavage. D'accord, oui. Pourquoi? Il faut poser la question aux esclaves. Qu'est-ce que vous voulez? C'est l'amélioration de l'esclavage ou la fin de l'esclavage? Bien sûr. Alors nous disons que l'esclavage, on n'en veut pas. Nos enfants, par millions, qui travaillent dans les mines pour un rien, ça c'est l'esclavage. On décapite, on tue chez nous, ça c'est l'esclavage, etc. La majorité des gens chez nous se trouvent dans les chômages. C'est l'esclavage tout ça. Donc il faut que nous, peuple congolais, nous redécouvrions la lutte pour l'indépendance totale. Et c'est dans cette perspective-là que nous allons avoir un mouvement qui va lancer sur la scène politique des nouveaux dirigeants, des personnalités nouvelles. Pour l'instant, nous sommes bloqués, coincés dans la lutte juste pour réformer ce qui ne marche pas, juste pour réformer ce qui nous tue. Nous disons, il ne faut pas réformer l'esclavage au Congo ou en Afrique. Nous disons, il faut dégager, balayer, mettre fin à l'esclavage. Donc, cette lutte-là va sortir, va dégager des nouvelles personnalités, des nouveaux dirigeants. Il y en a beaucoup, des gens, des Congolais intelligents, compétents. Il y en a beaucoup. Qui veulent un réel changement. Il y en a beaucoup, mais ils sont piégés dans la lutte pour réformer l'esclavage. Ce qui fait que même leur intelligence devient limitée. Alors que si c'est la lutte pour en finir avec l'esclavage, en finir avec la domination étrangère et impérialiste, vous verrez du jour au lendemain l'intelligence des Congolais éclater. Bien sûr. Il y en a beaucoup. Parce qu'on est étouffé en fin de compte par cet esprit de domination-là. Absolument. Alors, M. Moïse Katumbi à Genève, il a été accompagné parmi tant d'autres collaborateurs par Olivier Kamitatu. Quelle est sa signifiance politique dans la scène politique congolaise? La première chose qu'il faut dire sur Kamitatu, Olivier Kamitatu, c'est les typiques Congolais, les touristes congolais qui cherchent des intérêts. Tout le monde le sait, il a été avec Bemba, Jean-Pierre Bemba, dans ce qu'on appelle le mouvement de libération du Congo. Il est passé au PPRD avec Kabila. Maintenant, il sent que le vent est en train de tourner et que les Occidentaux ont commencé à préparer l'après Kabila. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il change de bateau. Il est maintenant avec Katumbi. C'est un opportuniste. C'est quelqu'un qui n'a pas de principe dans la lutte comme telle, mais c'est quelqu'un qui fait tout pour l'argent, qui fait tout pour les ressources, pour les avantages matériels personnels. Et il n'est pas le seul. La classe politique congolaise est à l'image de Kamitatu, d'Olivier Kamitatu. C'est des gens, comme on dit au Congo, ils sont motivés par la soupe, par la mangeoire. Bien sûr. C'est tout. Donc, ce n'est pas qu'il est intéressé par la libération du Congo. Non. C'est où se trouve l'argent, où se trouve le pouvoir. C'est dans ce côté-là. Il y va. C'est comme ça. Donc, c'est un opportuniste, quelqu'un qui est prêt à sacrifier les intérêts fondamentaux, les intérêts à long terme du Congo pour les gains et intérêts et prestige personnel. Donc, il n'est pas fiable. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Et ça vous donne aussi une idée de ce que l'entourage des Katumbi, Sipa Katumbi lui-même, sera constitué. Bien donc, sûr. Si on est constitué des opportunistes, donc on aura une direction opportuniste, on aura une conclusion opportuniste. Donc voilà. c'est un peu ça.
l'opportunisme, c'est les premiers dangers quand tout réveille du Congo. Ouais. Passons maintenant au dossier Kamwina Nsapu. Alors on sait qu'il y a eu un enregistrement qui a été révélé par New York Times, et donc il y aurait plusieurs cas impliqués. Est-ce que vous pouvez développer là-dessus? Bon, disons que ce que les Congolais doivent se demander, c'est quoi New York Times? New York Times a fait ses révélations. Est-ce que c'est la première fois que New York Times se rend compte qu'on tue au Congo, on décapite au Congo? Ça fait plus de 20 ans qu'on tue et on décapite au Congo. Et là, New York Times, en général, c'est la voix de la classe dirigeante, c'est une voix de la classe dirigeante américaine. Ce qui est écrit dans New York Times souvent représente les intérêts de la classe dirigeante américaine. Donc là, ils ont un agenda qu'on commence à voir. C'est pas encore tout dévoilé, mais on sait qu'il y a un agenda américain qui cherche sûrement un changement de régime au Congo. Donc ils ont leurs intérêts. Donc ils ont mis cet enregistrement sonore sur la place publique parce qu'ils ont un intérêt, ils ont un agenda au Congo. Donc les Congolais, dès le départ, doivent savoir faire la part des choses. Que veulent les Américains au Congo et que veulent les Congolais au Congo. Bien sûr. Donc, et ça, donc faut faire la part des choses. En bref, les Américains au Congo, ils ne recherchent pas la vérité. Ils veulent faire avancer leur agenda. Donc nous, Congolais, nous devons être clairs là-dessus. On pense et qu'on donne, on analyse, on sépare les intérêts du Congo et les intérêts des Américains. Et entre les deux, on va savoir exactement où se trouve la vérité. Mais ils ne sont pas là pour chercher la vérité. Ça, il faut être clair là-dessus. Mais quelles sont en fait les révélations qu'il y a à l'intérieur de l'enregistrement? Bon, selon les Américains, d'après ce qu'on a traduit, ces accusations donc, sur cet enregistrement sonore accusent Clément Kankou, un ancien ministre du régime de Sami Badibanga, comme quoi il serait responsable, il serait impliqué dans le massacre qui a eu lieu donc à Chimbolo. Donc, concernant donc le cas du chef Kamwina Nsapu. Et bien sûr, Clément Kankou, je crois hier ou avant-hier, il a nié tout ça. Il dit que ce n'est même pas un enregistrement neuf, ça date de l'année dernière. Donc, juste pour dire que ce qui est clair, cet enregistrement-là est utilisé par New York Times. Dans quel but? Comme j'ai dit, pour faire avancer l'agenda donc de dirigeants américains. Mais la question aussi qui se pose ici, c'est qui a mis cet enregistrement sonore à la disposition du New York Times? Voilà, c'est ça. D'où vient l'enregistrement? C'est le régime de Kabila. Si c'est le régime de Kabila, en ce moment-là, ce régime de Kabila aussi cherche aussi un bouc émissaire, quelqu'un qui peut faire porter les chapeaux, qui serait responsable du massacre donc à Chimbulu, etc. Donc pour nous, nous devons aussi donc analyser les choses. Une chose est claire, dans le camp de Kabila, il y a maintenant des divisions. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une unité autour de ces loups-là. Maintenant, les loups sont prêts à se faire manger ou à se déchirer entre eux. Il n'y a plus de solidarité. C'est-à-dire que un camp est prêt à sacrifier l'autre camp ou certaines personnes dans un camp sont prêtes à sacrifier certains éléments juste pour se maintenir au pouvoir, tout ça. Et ça, c'est-à-dire que comme nous ne savons pas exactement qui a fait quoi, c'est des révélations qui sont faites sur la place publique, donc on doit être prudent, mais on doit garder des lignes, des réflexions, d'analyse essentielles, dans le sens que nous savons que ce régime-là, c'est un régime criminel. Il n'y a pas seulement que Joseph Kabila qui est criminel, mais ce régime-là est criminel. Les gens qui l'ont mis au pouvoir sont aussi des criminels, parce que le régime international qui opère au Congo, c'est un régime international criminel. Bien sûr. Donc, il n'y a pas que Joseph Kabila, Bochap, tous ces gens-là, c'est des criminels, mais y compris les Louis Michel, les Clinton qui l'ont mis au pouvoir, donc sont aussi donc des criminels. Ce qui fait que quand on analyse ces révélations, on ne doit pas oublier qu'on a affaire à un régime criminel, non pas à un régime international qui est bon et à un régime congolais qui est mauvais. Non. On a un régime congolais criminel et on a un régime international dont le régime congolais est juste une des émanations.
un des produits. Donc on ne sépare pas les deux. Donc ça c'est absolument donc important. C'est à ce moment-là, on se pose la question, alors, c'est quoi la justice? La justice doit être définie par rapport aux intérêts du peuple congolais, par rapport aux masses congolaises. Nous, les Congolais ordinaires, nos mamans dans les Kasaï, à Tchimboulou, dans tous les Kasaï, dans tous les Congos, nos frères, nos sœurs, paysans, nous qui souffrons, nous les enseignants dans les Kasaï, qui n'ont rien à manger, nous les enfants du Kasaï, qui allons pieds nus, qui buvons de l'eau de la rivière ou des puits contaminés, nous devons expliquer aux gens c'est quoi la justice. C'est nous qui devons avoir une vision de la justice selon nos intérêts, selon le peine, le mal qui nous a été fait, qui nous est fait chaque jour. Ce n'est pas à New York Times, ce n'est pas au régime de Kabila. Il nous dit c'est quoi la justice. C'est nous le peuple. C'est nous qui devons définir la justice. C'est ce que le Mumba avait dit. Nous devons tout redéfinir selon nous-mêmes, pour nous-mêmes. Mais tout ceci, quand je regarde bien, ce n'est que de la distraction en fin de compte alors. Parce qu'on ne va pas vraiment dans la profondeur de la cause de la souffrance des Congolais. Tout ça là. L'enregistrement, on sait très bien que bon, il y a comment dire, quelque part, il y a une accusation qui est faite contre certaines personnes. Mais en fin de compte, on ne traite pas le vrai sujet. Absolument. Pour la simple raison que les criminels n'aiment pas la justice. Les criminels ont peur de la justice. Les criminels ne veulent pas rendre de compte. Pour qu'il n'y ait pas de vérité. Voilà. Et pour qu'il y ait la vérité, il faut que le peuple soit organisé indépendamment des criminels. Ce n'est pas encore le cas. Et c'est la lutte qui doit se faire au Congo. Et c'est dans ce sens-là que moi j'ai apprécié au départ les efforts de Kamwina Nsapou, Jean-Pierre Pandi, de donner une voix à la population. Mais il faut qu'on aille au-delà de ça. La population congolaise doit être organisée indépendamment des opportunistes qui sont au pouvoir et qui sont dans l'opposition. Autrement, il n'y aura jamais de justice. Quels sont les objectifs de New York Times qui a été le premier à révéler l'existence de cet enregistrement sonore? Comme on a dit au début, les Américains ont leur agenda. Et l'agenda américain, c'est uniforme, hein, c'est identique partout. Hein. L'agenda américain au Congo n'est pas différent de l'agenda américain en Syrie. Ça, les Africains doivent les comprendre. L'agenda américain au Congo n'est pas différent de l'agenda américain en Libye. Ou de l'agenda américain même aux États-Unis vis-à-vis des Noirs des États-Unis. C'est le même agenda. Dominer, contenir, exploiter, piller les richesses culturelles et naturelles. Distraire. Et distraire, donc nous empêcher de nous prendre en charge et des choses comme ça. Assassiner nos leaders et nous imposer des leaders qui n'ont rien à voir avec nos intérêts. Donc l'agenda américain n'a pas changé. Donc c'est uniforme. Clément Kankou est-il bouc émissaire ou complice des assassins des Catalans, Sharp, de l'interprète et des 3 conducteurs des motocycles congolais? Bon, ça, le processus n'est pas encore arrivé à sa fin, hein, mais ce qui est clair, il y a tentative, sûrement, de la part du régime Kabila, de faire porter le chapeau à Clément Kankou. C'est une possibilité. Mais c'est que nous savons aussi que ce régime-là, c'est un régime criminel. Toute personne qui participe à ce régime-là, c'est un criminel. Clément Kankou a été ministre de Sami Badibanga. Donc c'est un régime criminel, il a participé à ce régime criminel. Donc complice, sûrement oui, dans le sens qu'il a participé à ce régime-là. Bouc émissaire, c'est une possibilité, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une fois que le changement des régimes est à l'ordre du jour, il n'y a plus de solidarité à l'intérieur des opportunistes. Donc, ils se battent entre eux, chacun essaie de tirer la couverture vers lui, vers soi. Donc on est un peu dans ce processus-là. On verra de plus en plus des divisions, des fragmentations entre les opportunistes congolais, qui sont au pouvoir ou qui sont dans l'opposition. Mais justice pour qui? Et qui fait confiance à la justice du régime Kabila? Bon, là, on fait allusion au soi-disant procureur de la République, à M. Numbi, qui a porté une plainte contre, qui a ouvert une investigation contre Clément Kankou. La question, c'est simple. Est-ce qu'il y a une justice au Congo? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Qui fait confiance à la justice de Kabila? Personne.
Donc dire qu'il y a un processus de justice au Congo, c'est moquer les gens. Où se trouve la justice pour Chebea? Où se trouve la justice pour l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, etc. Pour le massacre de Tchimoulou, pour le massacre au quotidien, en fait, à Beni, au nord Kivu, au sud Kivu, dans l'Ituri, etc. Donc, avec la domination étrangère au Congo, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. Comment voulez-vous avoir justice pour Michael Sharp et Zaïda, catalans, avec ce cas de Clément Kankou, alors que la problématique liée à l'assassinat et au remplacement de Kamwina Nsapu n'a pas encore été résolue? Ah ouais, nous, Congolais, nous devons rester vigilants parce que les Américains et les Suédois vont exiger la justice, que la justice soit faite pour leurs ressortissants. Et ils le font en oubliant complètement, en effaçant complètement nos 10 millions de morts. Il n'existe pas la justice pour les victimes du régime de Kabila, pour les victimes de l'occupation du Rwanda et de l'Ouganda, du Congo, pour les victimes du changement des régimes que les Américains nous ont imposé, pour les victimes du régime que Louis Michel nous a imposé, etc., etc. Juste pour deux blancs. Juste pour deux blancs. Et les 10 millions de Congolais, c'est comme s'ils n'existaient pas. C'est comme si nous n'étions pas des êtres humains. Ça, les Congolais ne l'ont pas accepté. Nous disons justice pour tous. Pour tous, bien sûr. Tous les Congolais qui sont morts à cause de ces régimes d'occupation et pour tous les Congolais qui sont encore en vie, qui sont humiliés, qui sont punis, qui vivent dans un véritable enfer sur terre. Justice pour tous les Congolais. Bien sûr. Et c'est à nous de faire cette demande-là. Passons maintenant au cas de M. Sindika Dokolo. Étant congolais et ayant grandi au Congo, je ne supporte plus de voir l'avilissement de nos populations et le jeu morbide des politiciens de Kinshasa, a-t-il dit. Ouais. Je veux juste être clair avec nos auditeurs. Moi, je ne suis pas contre la personne de Katoumi ou la personne de Dokolo. Je sais qu'il y aura des Congolais qui disent, mais qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous contre ces gens-là? Non. Moi, c'est contre l'ère politique. Moi, je veux juste étudier l'ère politique et me prononcer sur ces politiques-là. Et j'appelle mes frères et sœurs congolais qui nous suivent d'analyser l'ère politique, d'aller au-delà de personnalités. Ce ne sont pas des personnalités qui comptent, ce sont les programmes, les agendas de ces personnalités qui comptent. Or, les Congolais ont maintenant tendance à être séduits par la personnalité sans pour autant payer attention au programme, au contenu. Et quand le programme est appliqué, c'est la misère. Donc, ça, c'est absolument donc fondamental. Donc, par exemple, si Sindika Dokolo ne peut pas être compris dans l'isolement. C'est vrai, ce qu'il dit, il est congolais, il a grandi au Congo, et il est choqué, il est donc interpellé par ce qui se passe au Congo. C'est son droit. C'est un fils du pays comme tout le monde. Donc là, c'est son droit. Mais nous, c'est seulement quelle est son intention. Qu'est-ce qu'il veut faire au Congo? Qui est derrière lui? Qui est derrière lui? Donc, c'est ça qui nous intéresse. Non pas sa personnalité, non. Pareil pour Katoum Biose. Merci. Alors, don de M. Sindika Dokolo. La fondation Sindika Dokolo fait un don de 200 000 tonnes de riz, d'huile et de farine aux réfugiés congolais en Angola, victimes de la terreur du régime de Joseph Kabila. Comment analyser ce don de Dokolo? C'est exactement ce que je voulais dire. Sindika Dokolo a fait un don de 200 000 tonnes. C'est énorme. C'est pas 200 tonnes, hein, c'est 200 000 tonnes. 200 000. C'est énorme. C'est beaucoup. Mais nous devons aussi savoir que Sindika Dokolo n'est pas n'importe qui. Il est le beau-fils du président de l'Angola, M. Eduardo dos Santos, qui n'est pas n'importe qui est une personnalité puissante en Afrique centrale. C'est un homme puissant. En plus de cela, l'Angola a joué déjà un rôle
au changement de régime qui a eu lieu chez nous en 1997 quand Mobutu a été chassé du pouvoir. Angola a joué un rôle. Et Angola aussi a joué un rôle en protégeant le régime de Laurent Désiré Kabila, et y compris le régime à Kabila. Donc, Dos Santos a un pouvoir sur le Congo. Maintenant que son beau-fils a sûrement des intentions de jouer un rôle politique au Congo, les Congolais doivent se poser des questions. Quels sont les intérêts derrière Syndicat de Kolo? Si Syndicat de Kolo arrive au pouvoir, qu'est-ce qui va changer au Congo? Qui va bénéficier? Et donc, je rappelle aux gens, il est marié à Isabella Dos Santos, sûrement la femme la plus riche en Afrique. Donc, ce n'est pas juste n'importe qui, ce n'est pas juste un Congolais qui s'est réfugié en Angola qui fait un don. Donc, derrière Syndicat de Kolo, on doit nécessairement voir le gouvernement angolais, la classe dirigeante congolaise, l'État angolais, une certaine puissance régionale angolaise. Mais la question qui se pose, en échange de quoi? Qu'est-ce que eux vont gagner? Et qu'est-ce que le Congo va gagner en retour? Bien sûr. Donc, c'est un peu ça. Alors, est-ce qu'un acte de solidarité désintéressé ou un acte politique calculé au service du gouvernement angolais? Acte désintéressé, les gens qui sont au pouvoir ne font rien pour rien. Les gens qui sont au pouvoir ne donnent rien pour rien. Bien sûr. Ils font toujours des calculs. Si je fais ça, je gagnerai ça. Si je ne fais pas ça, je vais perdre ça et ça. Donc, nous aussi, nous devons aussi faire des calculs. Mettons-nous à la place de Dokolo, qui a donc à côté de lui sa femme, Isabella Dos Santos, et son beau-père, Eduardo Dos Santos. Qu'est-ce qu'ils veulent? Quels sont leurs intérêts au Congo? Donc, ça, absolument, il faut que les Congolais comprennent ça. Donc, si on ne comprend pas ça, on finira par faire la politique de personnalité. On ne peut pas faire ça. Donc, il n'y a pas de charité en politique. Mais il n'y a pas de charité en politique. Ça, c'est absolument donc fondamental. Toutes ces choses qui se passent là, est-ce que ça voudrait dire qu'il y aura des élections là en décembre? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de stratégies, même à travers ce qu'a fait Moïse Katumbi à Genève. Là, M. Dokolo a fait un don. Bon, quand même, les réfugiés sont là depuis un certain temps. Il aurait pu le faire depuis longtemps. Absolument. Mais quand on analyse bien, je suis en train de me demander, est-ce qu'il y aura une élection? Est-ce que ça, comment dire, on doit se réveiller et comprendre qu'il va y avoir une élection là? Les élections, c'est notre droit. Bien sûr. Kabila est là, il a peur des élections, mais il est sous pression. Pression du peuple congolais, pression de la population congolaise, des politiciens congolais, il y a aussi pression à des dirigeants étrangers, etc. Mais ce qui importe pour nous, c'est l'organisation et la mobilisation de notre peuple à avoir un programme qui adresse ces problèmes fondamentaux. C'est-à-dire que le programme qui doit être soutenu par la population congolaise, qui est élection ou pas, c'est un programme qui doit nous permettre de recouvrir notre indépendance. C'est un programme qui doit nous permettre d'avoir un gouvernement du peuple. Un gouvernement qui est là pour appliquer la volonté du peuple. C'est ça qui compte. Ça qui fait que, est-ce qu'il y aura des élections au Congo? Oui, quand? Je ne sais pas. Il y a plusieurs facteurs qu'il faut considérer. Donc, c'est un rapport de force, au fait. Donc, pour le moment, le peuple ne doit pas se laisser berner. Parce qu'il ne faut pas oublier que la souffrance, elle est en continu. Absolument. Mais là, ce qui s'est passé, c'est, on va dire, exceptionnel, quoi. Absolument. Donc, il ne faut pas se laisser berner, quoi. Absolument pas. Donc, nous devons continuer à nous mobiliser, à nous éduquer, à élever la conscience du peuple, à élever la capacité du peuple à s'organiser, à se prendre en charge, à créer de véritables organisations de lutte en place au Congo, et aussi à l'extérieur du Congo, parce qu'en dernière analyse, c'est un rapport de force. Quand on va aux élections, c'est un rapport de force. Est-ce que c'est le peuple congolais, les travailleurs, les paysans, des honnêtes intellectuels congolais, des chômeurs congolais, tout ça, qui seront mobilisés et qui vont être capables d'imposer leur programme aux urnes, ou ça va être des dirigeants congolais qui représentent des intérêts étrangers qui vont nous imposer leurs candidats aux urnes. Bien sûr, à travers donc des élections. Donc des élections, c'est comme j'ai dit, non seulement c'est une compétition, une sorte de contest non violente entre les dirigeants d'un pays donné, mais c'est aussi un rapport de force entre la population qui est mobilisée autour d'un programme qui est un programme qui s'adresse à ses besoins, à ses aspirations,
ou bien c'est une population qui est mobilisée par un programme qui ne s'adresse pas aux besoins du peuple, mais qui s'adresse aux besoins des forces qui ont été soutenues par les étrangers. Et là, c'est dangereux. C'est-à-dire qu'on a un dirigeant qui est charismatique, qui est populaire, mais son programme ne s'adresse pas aux besoins fondamentaux du pays. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps donc, en Afrique comme tel. Merci. J'espère en tout cas que ce don-là ne sera pas le dernier, afin qu'on puisse croire à un geste sincère. Ces derniers temps, on parle de la possibilité d'une invasion militaire en provenance de l'Angola pour changer le régime politique au Congo. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur l'Angola. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un lien avec le don de la fondation d'Okolo? C'est possible, dans ce sens que l'Angola a déjà intervenu militairement chez nous pour faire partie de Mobutu. L'Angola a aussi intervenu chez nous au soutien du régime de Kabila. Parce qu'à un moment donné, une des ceintures de protection de sécurité du régime de Kabila était assurée par le régime angolais. Donc l'Angola a intervenu plusieurs fois au Congo. Donc cette fois-ci, ce n'est pas nouveau. Il y a une continuité. Donc les Congolais doivent se rendre compte de ça aussi. Ça il fait qu'on parle de plus en plus, surtout certains Congolais, dans certains réseaux sociaux, les Congolais disent que c'est fort possible que l'armée angolaise intervienne au Congo pour chasser Kabila au pouvoir. Ils ont la capacité de le faire, sûrement oui. Mais ce qui est important, c'est à quelle fin? Chasser le régime de Kabila, à quelle fin? Pour mettre quoi? Pour faire quoi? Nous sommes en train de dire aux Congolais que rien ne doit se passer au Congo sans le consentement d'un peuple congolais qui est mobilisé, organisé. Ce qui fait que ce qu'il nous faut, c'est un programme de mobilisation pour l'autodétermination. C'est-à-dire que s'il faut qu'il y ait une intervention au Congo, cette intervention doit se faire dans une solidarité qui doit être définie par le peuple congolais et le peuple africain, donc en Angola. Alors que les gens qui sont au pouvoir en Angola représentent la minorité angolaise. Et les gens qui sont au pouvoir au Congo représentent la minorité congolaise. Le peuple africain au Congo et le peuple africain en Angola n'est pas mobilisé. Ils ne sont pas indépendants des opportunistes. Là, je veux dire des opportunistes d'Angola, des opportunistes du Congo. Le peuple, dans les deux pays-là, ne joue pas ces rôles-là. Ce sont des opportunistes qui contrôlent le Congo et qui contrôlent aussi l'Angola. Dans le sens là que la solidarité entre l'Angola et le Congo est nécessaire, mais ça doit être une solidarité pour arriver à une véritable indépendance de l'Afrique. Et ceci ne peut pas être fait par les opportunistes qui sont au pouvoir en Angola ou par ceux qui sont au pouvoir au Congo. Tout à fait. Autrement, s'il y avait une véritable solidarité, combien de fois les Congolais ont été expulsés d'Angola? Où se trouvait la solidarité à ce moment-là? On n'a pas entendu parler des syndicats ou autres dirigeants angolais à dire que donner les papiers à tous les Congolais qui sont là-bas, considérez-les comme nos véritables frères et sœurs. Non, on n'a pas vu ça. Donc il y a ça aussi. Ça, il fait que l'opportunisme, c'est un problème sérieux. Exact. Alors bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes dans Informer, Éduquer pour agir. C'est une nouvelle émission, un nouveau concept qui fait la synthèse sur les actualités du Congo et ailleurs aussi dans le monde. Alors quel bilan faites-vous de l'Union africaine après 54 ans d'existence? Écoutez, l'Union africaine n'existe que de nom. Tout le monde sait que l'Afrique est dans une souffrance indescriptible, incroyable. L'Union africaine, c'est plus facile de voyager de Kinshasa par exemple pour aller peut-être en Belgique, si on a ce papier, que de voyager à partir de Kinshasa pour aller au Sénégal. Il n'y a pas de facilité en Afrique. L'Africain qui quitte un pays africain, quand il va dans un autre, il est étranger. Il est étranger, il est traité, il est bien moins traité que par exemple un Européen qui vient en Afrique. Le Français est mieux traité au Gabon, en Côte d'Ivoire, que le Congolais ou le Mali, etc. Ce qui fait que l'économie africaine n'existe pas. Toute l'économie africaine, c'est une économie pour satisfaire les besoins des étrangers. C'est-à-dire que le commerce entre l'Afrique et l'étranger est de plus de 80%. Alors que le commerce entre les pays africains, c'est moins de 10%. Ou c'est toute l'unité africaine. Si on regarde l'Europe, on verra que le commerce entre l'Angleterre et la France, c'est plus de 50%. C'est normal, ils sont européens. Alors qu'en Afrique,
Le commerce entre les pays africains, c'est moins de 10%, ça n'existe même pas. Même pour un Congolais de Kinshasa, pour aller au Congo, Brazzaville, il faut payer des visas. On se moque des gens. Là. Alors qu'un Anglais qui quitte l'Anglais, qui va en Afrique du Sud, il n'a pas besoin de visa. Alors que vous, Congolais de Kinshasa, pour aller au Congo, Brazzaville, il faut un visa. Ça ne va pas, non? Donc l'unité africaine n'existe pas. C'est une trahison en fait. Les gens africains ont trahi l'Afrique, ils ont trahi le peuple africain. Ils ont créé une Afrique, une unité africaine qui n'existe que non, de nom, qui est en fait l'unité des traîtres, l'unité des saboteurs. C'est un peu ça l'unité africaine. Hein. On peut demander à tout Africain, qu'est-ce que l'unité africaine, qu'est-ce que l'Union africaine a fait pour vous? Rien. Rien. Donc ça, il fait qu'il faut répartir sur des bases nouvelles pour continuer le travail de Lumumba et Nkrumah. Ces gens-là, ils avaient des positions claires. Ils voulaient réaliser l'unité africaine pour que l'Afrique soit capable de faire face au monde impérialiste. Et le temps leur donne raison même. Merci. Passons maintenant aux actualités internationales. Comment analysez-vous les attentats terroristes à Londres et de Manchester? Il se passe beaucoup de choses. Si on met les émotions à part, il faut que les Africains analysent en profondeur cette histoire d'attentat. Ça fait depuis septembre 2001 que les Européens parlent du terrorisme. Et on se rend compte que ce qui se passe chez nous en Afrique, par exemple au Congo, 10 millions de morts, à Béni on égorge, à Tchimbouliou on égorge, on tue, on parle de rebelles, mais on ne parle pas de terroristes. Mais si c'est en Europe, on ne dit pas c'est des rebelles, on dit c'est des terroristes. Il semble que le terrorisme, c'est seulement quand les Blancs sont affectés. Quand c'est nous qui sommes affectés, on ne parle pas de terrorisme. Et on veut que tout le monde ait une sympathie pour les victimes de Londres, de Paris, de Bruxelles, mais il n'y a rien pour que le monde international ait une sympathie pour les Africains au Congo ou ailleurs. Il n'y a pas de sympathie. Personne ne parle de nos morts. 10 millions de morts, personne n'en parle. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, l'Angleterre, ce n'est pas un pays innocent. La France non plus, la Belgique non plus. Parce que les gens réagissent comme si la France ou l'Angleterre ou la Belgique n'ont rien fait de mal. Ils n'ont fait que du bien. C'est-à-dire qu'ils ont exporté que du bien dans le monde. Ce qui est faux. Non, mais les gens doivent comprendre que... Ce qui est faux. Il n'y a pas de fumée sans feu, quoi, en fin de compte. Juste pour prendre le cas de Manchester, on sait que l'Angleterre, la France ont joué un rôle essentiel dans le renversement du président Kadhafi. Ils ont joué un rôle. Ils ont soutenu les gens qui sont en place. Et les gens qui ont soutenus, ce n'est pas un secret, c'est des djihadistes, des islamistes, des gens qu'on accuse comme terroristes ici à Manchester ou à Londres. Mais quand ces gens-là ont travaillé pour eux, c'était des rebelles. Mais quand ces gens-là jouent contre eux, c'est des terroristes. Mais c'est des gens qu'eux connaissent. C'est des gens que eux... C'est pas un secret, c'est pas moi qui l'a dit. Les gens qui étaient mis à résidence surveillée, à qui on avait confisqué les passeports, ici en Angleterre, ont été autorisés de voyager, de faire le va-et-vient en Libye, tuer, renverser Kadhafi, et ils ont continué à le faire jusqu'à présent. Parce que ce jeune-là, qui est responsable de l'attentat de Manchester, revenait de la Libye il y a une semaine. Pour faire quoi? Et quand la police, quand la presse dit qu'il était connu des services de sécurité, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'ils disent plus. Vous voyez, ça il fait qu'ils ne sont pas aussi innocents que ça. Donc, pour nous, donc, les Africains, nous devons être clairs, surtout nous les Congolais, nous sommes contre toute forme de violence qui opprime le peuple. Est-ce que vous voulez dire par là, c'est que les attentats sont prémédités, quelque part? Je ne sais pas, c'est une possibilité. Parce que ces gens-là qui commettent cet attentat, ils sont connus. Mais oui. Pourquoi ils sont connus? Parce qu'ils ont, soit d'une façon ou d'une autre, été en contact avec les services de sécurité qui savent ce qu'ils faisaient ou ce qu'ils préparaient. C'est pour ça qu'ils ont été surveillés. Et aussi, comme je dis tout à l'heure, ces gens-là ont travaillé avec les dirigeants anglais, français et américains en Libye et ailleurs. Ils les connaissent. Ce ne sont pas des gens qui sortent du néant, ils les connaissent. Prémédité, j'en sais rien, mais tout ce que je sais, ils sont connus.
Ils ont travaillé Donc ensemble. c'est des gens qui auraient dû être surveillés de plus près, quoi. Alors, quand on tue les innocents, chez nous au Congo, la presse internationale parle souvent de rebelles, comme on disait. Mais quand on tue des innocents en Europe, on parle de terroristes. Pourquoi cette politique de deux poids, deux mesures, pardon? Absolument, c'est important pour les gens qui nous suivent. La vie de blancs, des Occidentaux, a plus de valeur que la vie des Africains et des colonisés. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le génocide au Congo. C'est inacceptable à toute personne de prendre la vie d'un blanc. Vous tuez un Américain, vous tuez un Français, vous tuez un Anglais, il faut payer. C'est sacré. Mais vous tuez un Noir, comme on le voit aux États-Unis, la police tue des Noirs. C'est leur politique. Oui, parce que chaque jour, aucun policier vraiment paye les conséquences. Donc il faut ça régulièrement. Le Belge vient chez nous, Léopold II nous massacre par millions, plus de 10 millions, c'est juste une histoire. Mais alors que si un de leurs trouve la mort chez nous, alors là, vous n'avez pas respecté les règles du jeu. Il faut qu'il y ait justice. Vous voyez? Alors que pour nous, la justice, on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Ce qui fait que nous devons comprendre une chose. Nous le disons à chaque fois que nous sommes devant à ces caméras, que le monde est divisé en deux. Il y a le monde des nations opprimantes, qui sont là pour opprimer les autres nations, et le monde de nations opprimées, qui sont opprimées par les nations opprimantes. C'est un monde divisé en deux. Et ça, c'est la plus grande division pour toute personne qui veut comprendre la politique internationale. Ça, c'est le point de départ. Si on se démarque de là, tout va devenir flou. C'est la confusion. Le monde est divisé en deux et nous, les Congos, l'Afrique, la nation africaine, les Congolais en général, le Congo et le reste des pays africains, en Afrique et dans le monde, donc dans les Antilles, etc., nous faisons partie des nations opprimées, comme les Indiens du Pérou, du Mexique, etc. C'est des nations opprimées. Donc la vie des opprimés ne vaut pas la vie des opprimants. Donc c'est à nous de faire valoir que nos vies sont aussi importantes que le leur. C'est pour ça que nous devons créer nos propres institutions de justice, pour que nous puissions amener les criminels dans nos institutions de justice. Donc c'est le point qui nous amène à l'intervention de M. Katumbi à Genève. Lui, il va au tribunal des opprimants, alors que nous devons créer les tribunaux des opprimés. Et puis ça démontre que s'il va là-bas à Genève, c'est parce que la justice chez nous, elle n'est pas juste, quoi. Tout simplement. Le Congo, c'est une colonie. La colonie ne peut pas rendre justice aux colonisés. La colonie est là pour gérer. Les dirigeants, chez nous, sont là pour gérer la colonie. C'est-à-dire que contenir, maintenir les Congolais à leur place des colonisés. C'est pour ça qu'ils ont mis des prisons. C'est pour ça qu'ils ont une justice. Mais ce n'est pas pour nous. Mais qui est corrompu. La justice, là, c'est un instrument pour forcer les Congolais à accepter l'inacceptable. C'est le rôle de la justice au Congo. La justice au Congo n'est pas là pour rendre la justice au Congolais, non, pas du tout. Si on veut qu'il y ait une justice au Congo, nous devons créer un mouvement politique puissant pour la justice. Si on veut que les gens mangent bien chez nous, il faut créer un mouvement pour que les gens mangent bien. Si on veut un mouvement pour que les femmes congolaises ne soient plus violées, il faut créer un mouvement contre le viol. Et le tout constitue ce qu'on appelle un mouvement national et démocratique pour rétablir le peuple dans son droit. Et le plus haut aspect de ce mouvement démocratique, c'est quoi? C'est l'autodétermination. C'est-à-dire le droit de gérer nous-mêmes notre vie, c'est le droit de contrôler nous-mêmes notre destin, et c'est le droit d'avoir un État qui est indépendant. Non pas un État qui est un État pour accompagner les autres, c'est-à-dire l'État, les autres, le petit, le grand. Non, on n'est pas le petit des autres. On ne veut pas ça. On veut être indépendant comme le reste des pays qui sont respectés. Donc, bien sûr. Et il faut aussi des droits pour s'exprimer, vu que tant qu'on ne nous laisse pas nous exprimer, le mouvement ne peut pas aboutir à un résultat concret, quoi. Ça fait partie de ça aussi. Yeah. Voilà le problème. Donc, on a l'habitude de conclure l'émission avec une citation. Voici donc la citation du jour. C'est seulement sur une base continentale que nous aurons la possibilité d'établir un plan pour la justice, utilisation de toutes nos ressources et pour leur consécration à la pleine expansion de notre continent.
Par quels autres moyens pourrons-nous conserver nos propres capitaux pour notre propre développement économique? C'est le discours de M. Kwame Nkrumah au premier sommet de l'OUA le 24 mai 1963. Il faut payer nos respects. Nous devons payer nos respects à Kwame Nkrumah, qui avait inspiré le Lumumba, qui avait inspiré tous les gens africains de l'époque. Lui, il avait une vision que l'Afrique doit s'unir. Il avait dit il faut que l'Afrique crée une économie africaine, un marché africain. Il faut que nous mettons nos ressources ensemble et cela va nous permettre de créer une Afrique puissante. Et pour lui, l'Union européenne n'avait de sens que si on pouvait faire ça. Effectivement, sa vision a été combattue et à la place de sa vision, on nous a donné la vision que nous avons maintenant. C'est la vision d'une Union africaine qui ne sert à rien. Donc c'est juste l'opposé. Donc il y a beaucoup à dire sur Kwame Nkrumah. Ça peut prendre tout un programme parce qu'il est mal compris en fait. Mais c'est un des géants de la lutte pour la libération de l'Afrique. D'accord. Merci beaucoup. Je vois que vous tenez une leaflet. Je vais vous laisser vous exprimer par rapport à cette journée très intéressante. Donc là, je me rends donc à Paris le samedi 10 juin. Il y aura la journée de libération donc africaine le 10 juin à 10h à l'hôtel Jean-Baptiste Clément à Paris. Le métro, c'est la mairie de Saint-Ouen. C'est sur 65 rue du Docteur Boer, 93 400 à Saint-Ouen. Donc à 10h, hôtel Jean-Baptiste Clément, Paris Saint-Ouen, métro, mairie de Saint-Ouen, à 10h, 65 rue du Docteur Boer. Si vous venez là, on va parler de beaucoup de choses. Il y aura pas mal d'intervenants des pays différents, etc. Et nous allons aussi parler de la question fondamentale, la question de l'État, et aussi la question comment venir en solidarité avec nos frères et sœurs qui souffrent au Congo. Donc, comme j'ai dit, il y aura d'autres intervenants des autres pays. Donc, ça va être une journée très riche. Donc, ceux qui peuvent venir, c'est samedi 10 juin. Nous serons là. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Louezi Kinshasa. Alors, c'était Patia Nzambe Quinpi pour informer, éduquer, pour agir. Je vous dis à très bientôt sur les plateaux de Congo Synthèse. Merci beaucoup de nous avoir suivis.